Et donc, y a-t-il encore un pilote dans l'IA? Y a-t-il encore un pilote de nos vies? On ne pourra pas s'en sortir si on délègue tout à des IA. Que si quelqu'un va signer un article sans dire qu'il a utilisé l'IA et tout d'un coup il se présente comme étant un expert, eh bien, ça s'appelle une usurpation d'identité. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien sur Kate TV. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Emmanuelle Darle et Xavier Azalbert. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kate. Bonjour Kate et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous. Alors, je rappelle rapidement qui vous êtes. Emmanuelle, vous êtes enseignante, chercheuse à l'université, spécialisée en modélisation et simulation informatique, maître de conférences en informatique et auteur. Vous venez d'ailleurs nous présenter votre dernier livre qui s'intitule IA, Illusion d'avenir, les dangers de l'intelligence artificielle, publié aux éditions Marco Pieter dans la collection Résurgence, avec une préface de Jean-Dominique Michel et un avant-propos et une postface de Xavier Azalbert, d'où votre présence ici aujourd'hui, Xavier. Alors vous êtes PDG directeur de la rédaction et de la publication du groupe François. Vous êtes président également de l'association bonsens.org et vous êtes expert en statistiques, mathématiques et économie. Alors le thème de cette émission, bien sûr, n'est pas une surprise. On va parler d'intelligence artificielle, d'IA. Emmanuelle, dans ce livre, vous racontez justement l'évolution de l'IA à travers les années et on comprend qu'aujourd'hui, elle est utilisée dans différents domaines de nos vies. Vous évoquez beaucoup les États-Unis, forcément, puisque l'innovation, si je puis dire, part de ce pays. On va d'ailleurs faire un comparatif entre les États-Unis, la Chine et la France, mais j'ai envie de vous poser une première question à tous les deux. Comment vous pourriez qualifier l'évolution de l'intelligence artificielle ces dernières années, et notamment en France? Est-ce que pour vous, l'évolution a été rapide ou finalement elle s'est faite au rythme de l'évolution de l'évolution technologique, tout simplement? Emmanuelle, allez-y. Merci. Alors, ce que je raconte justement dans ce livre, et je le démontre, c'est que en fait, cette évolution n'a pas suivi forcément une progression linéaire, mais il y a eu en fait une accélération due notamment en fait aux avancées technologiques dans le domaine des microprocesseurs, mais également dans le domaine des cartes graphiques, et également, évidemment, dans le domaine de la data. D'abord, au niveau, par exemple, des cartes graphiques, NVIDIA, donc qui est le leader mondial dans le domaine donc des GP, GPU, a accéléré son déploiement avec des puces de plus en plus performantes, pouvant en fait paralléliser des calculs massifs, enfin en parallélisation massive de calculs pour des problèmes autour en fait du data mining et des problèmes du deep learning, c'est-à-dire en fait de l'intelligence artificielle en utilisant ce qu'on appelle donc l'apprentissage profond, les perceptrons en fait multicouches. Et donc à partir des années 2000, on a eu cette accélération qui est aujourd'hui en fait qui permet aujourd'hui à l'IA, notamment les IA, à travers les IA génératives, d'envahir un peu tous les secteurs du quotidien. On peut prendre par exemple le marché de l'emploi, on peut prendre le secteur de l'emploi, le secteur de la justice, de l'éducation, de la santé. C'est ce que je présente justement en fait dans ce livre de façon sourcée et argumentée. Et pour vous alors, Xavier, comment vous qualifierez cette évolution ces dernières années? Alors moi, je reviens toujours un petit peu plus en arrière encore que les années 2000, parce qu'en fait, la France est un des berceaux de la naissance presque de l'intelligence artificielle. Et dans sa manière dont on a utilisé, dans tous les calculateurs qui ont été utilisés, que ce soit chez Airbus par exemple, dans les systèmes de navigation, que ce soit dans les systèmes de puces électroniques, le Minitel, on pourrait dire, avait déjà une forme d'intelligence embarquée. Alors c'est pas de l'intelligence telle que on pourrait le catégoriser pour des humains. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que on a essayé de rendre automatique, on a essayé de rendre programmatique, on a essayé de rendre par programmation des décisions qui incombaient à de l'humain pour à l'origine minimiser les risques. Et c'était un énorme élément,
Même dans les marchés financiers, on avait créé le MATIF en France pour minimiser les risques, pour contrôler les risques, et tout ça embarqué des modèles de calcul qui sont les mêmes modèles que ceux qui sont aujourd'hui utilisés par l'IA. La seule différence qui s'est passée à l'époque, c'est qu'on n'avait pas les mêmes capacités de calcul. Donc, Emmanuel l'a très bien dit, que ce soit pour les chartes graphiques, et un exemple concret, c'est on utilise tous des fonds d'écran aujourd'hui, et donc on est capable en temps réel de détourer quelqu'un, et donc c'est une IA qui fait ça, hein, c'est un système de calculateur. C'est pour ça que parfois il faut donner des exemples. Pour moi, les exemples les plus concrets qu'on a pu avoir. Le scoring, par exemple, quand on demande du crédit, on a des scoring en temps réel aujourd'hui qui travaillent avec la combinaison de la capacité informatique, des data et du temps réel. Donc, bien sûr, plus on a des ordinateurs puissants, plus on a des bases de données puissantes et accessibles, et plus on est connecté, et meilleure, normalement, devrait être la réponse. Donc, oui, on a vu une accélération, mais il faut pas se poser, il faut aussi se poser la question de savoir si cette amélioration elle est bonne ou elle est pas bonne, hein, parce que on sait très bien qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on a atteint la limite de la deuxième phase de l'IA, c'est-à-dire on a une forme d'accélération où tout le monde commence à l'utiliser et tout le monde veut passer pour des experts. Le problème que l'on a, c'est que quand on comprend pas forcément ce que l'on fait, c'est un peu comme donner un pilote un avion, un Airbus, sans qu'il comprenne vraiment comment piloter son avion. Et il sait très bien piloter parce qu'il est le pilote automatique, mais le jour où le pilote automatique ne fonctionne plus, sait-il encore piloter l'avion? Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Et donc, y a-t-il encore un pilote dans l'IA? Y a-t-il encore un pilote de nos vies? Je pense que c'est ça un des vrais sujets aussi aujourd'hui. Et c'est effectivement tout le débat aussi et toute la question qui est posée dans ce livre, et on y reviendra sur ces limites de l'évolution de l'IA. Mais une autre question, Emmanuel, vous avez parlé de l'IA et de l'IA générative. Quelles sont les différences entre les deux? Alors en fait, l'IA générative, si je pourrais dire, pour, on va dire, expliquer de façon pédagogique, c'est, on va dire, une double IA. Vous avez une IA qui va permettre de générer des contenus, ça peut être du texte, ça peut être des vidéos, ça peut être des images, ce que vous voulez, des datas. Et vous avez derrière ce qu'on appelle un discriminateur, c'est-à-dire en fait, c'est une autre IA qui va permettre de savoir est-ce que finalement ce résultat provient d'une IA ou est-ce que ce résultat est une véritable donnée. C'est la différenciation entre, si vous voulez, du fake et le vrai. Le fake et le vrai. Et c'est notamment utilisé quand vous faites, par exemple, du traitement de texte, quand vous faites de la génération de vidéos. Le mieux, enfin le but, c'est vraiment de coller en fait à la réalité le plus possible. Et donc à partir de là, ce fonctionnement-là est déjà repris en fait dans le test de Turing. Le test de Turing qui consiste en fait à générer finalement une discussion entre vous avez un ordinateur, vous avez un acteur humain et vous avez un autre humain qui dialogue finalement avec un ordinateur et un être humain. Et au moment en fait où l'être humain ne sait plus avec qui il dialogue, en fait, le test de Turing et donc voilà, on dit que voilà, il est parfaitement rempli, que la machine finalement a accédé à une forme d'intelligence presque humaine. En tout cas, c'est la vision du test de Turing, parce que derrière, on ne définit pas ce que c'est réellement que l'intelligence. Et donc cette forme d'IA générative, ces IA génératives qui remplissent aujourd'hui beaucoup nos quotidiens. On a évoqué en dehors du studio justement le phénomène de certaines personnes, par exemple, qui vont essayer de générer des lettres d'avocat, essayer de s'inventer une expertise, comme Xavier l'a souligné. C'est aussi quelque part une façon de réduire la complexité de certaines questions. C'est une façon aussi de désapprendre, et ça je pense qu'on pourrait y revenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilise une IA générative en lui confiant une tâche, on désapprend nous-mêmes finalement à la faire par soi-même. Et donc ça pose des questions fondamentales dans une société de plus en plus incline justement à balayer les questions de la complexité,
complexité du débat public, par exemple. Donc, voilà. Est-ce que ça signifie qu'au départ, et ça je pense que Xavier vous l'avez évoqué, c'est qu'au départ l'IA c'est un outil, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qui peut nous aider à avancer un peu plus vite, et que finalement aujourd'hui son utilisation, eh ben, elle devient presque de manière compulsive, ça devient presque une drogue peut-être aussi pour certains, hein, puisque vous venez d'évoquer des personnes qui peuvent l'utiliser dans des conseils juridiques, mais on y reviendra en plus parce que Xavier, je sais que vous voulez en parler. Est-ce que ça veut dire que finalement son utilisation a été déviée, et qui a dévié finalement cette utilisation? Xavier. Alors, déjà, dans l'IA, faudrait le regarder, à mon avis, comme étant un aide à la décision. C'est pas ce qui va prendre la décision. Donc, toute aide, que ce soit dans une voiture, l'ABS, que ce soit donc un ABS qui a un capteur qui va capter si jamais l'adhérence des pneus fonctionne bien. Donc, c'est un système qui est censé être quasiment parfait. Puisqu'il ne devrait pas y avoir de déperdition d'informations. Et ça aide à la décision. Aujourd'hui, on a énormément de systèmes qui aident à la décision et qui sont vertueux, ces systèmes. Donc, ils peuvent aider, par exemple, dans la finance, ils peuvent aider dans l'éducation. Donc, tous les systèmes qui vont aider à améliorer la prise de décision. Il me semble que ça va dans l'intérêt général et dans le sens commun. Par contre, l'IA qui va trop loin, donc que ce soit le deepfake, alors si jamais c'est fait pour faire de l'humour, pour faire du sarcasme, ça va. Mais quand c'est pour faire du cyberharcèlement, quand c'est pour dépasser les codes de la loi, eh bien là, on voit que ça va trop loin. De la même manière, le deuxième point sur lequel il faut qu'on travaille énormément, c'est que l'IA qui remplace une compétence, ou qui présume d'une compétence, ça, c'est excessivement dangereux. Donc, quand Emmanuel parle de quelqu'un qui fait générer une lettre d'avocat par un chat GPT ou n'importe quel IA, pour pas mentionner l'IA en particulier, sans vraiment avoir la capacité de le faire, c'est sociologiquement, c'est une manière pour lui de démontrer que même s'il ne sait pas, il donne l'impression qu'il sait. Et moi, je pense qu'on ne nous apprend plus en France à dire non. Je pense que nous sommes des sociétés où on ne sait plus dire non. Le patron en France doit tout savoir dans une entreprise. Monsieur Macron, il doit tout savoir, sur tout. En fait, il est expert en tout. La réalité, c'est que apprendre que l'humain est faillible et que nos failles sont nos plus grandes forces. Que justement, ce qui nous différencie les uns des autres, c'est qu'on a des failles différentes et que le normatif dans lequel on a voulu nous cadrer est quelque chose qui nous amène justement à une uniformisation de ces IA. Et moi, je n'ai pas envie à titre individuel, j'ai pas envie que mes enfants, j'ai pas envie que les gens avec qui je côtoie soient des IA, j'ai pas envie qu'ils me donnent des réponses parfaites. Je préfère justement engager un débat parce que ça permettra justement de créer un consensus. Et quand même, regardons une chose, c'est que malgré le fait qu'on ait l'IA, ça ne nous a pas empêché d'avoir des études bidons comme le Lancet Gate. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des décisions scientifiques où la science qui a été instrumentalisée. Donc, il faut quand même se dire qu'à l'ère de l'IA, on a quand même pris des décisions qui étaient complètement délirantes et qui sont contraires. Ce qui veut dire que l'IA ne nous rend pas forcément plus intelligents au sens noble du terme. Donc, voilà un peu comment je répondrais à cette question. Emmanuel. Oui, alors je vais également dans le sens de Xavier. En fait, on vit dans un monde de plus en plus binaire finalement, où la complexité s'est complètement presque éteinte. Et effectivement, on parle beaucoup des IA génératives, on parle beaucoup aussi, mais derrière ça, il y a un seul et même message finalement. C'est de dire que l'être humain, l'expertise serait remplaçable par une machine. Vous savez, moi, je discute beaucoup avec de nombreux informaticiens de par ma profession, mais il y a beaucoup d'informaticiens qui disent ah bah oui, mais grâce à ChatGPT, au lieu de cracher 500 lignes de code, c'est le jargon usuel, ça me permet de cracher 5000 lignes de code par jour.
Et là se pose la question, mais finalement, et je leur ai dit souvent, mais finalement, si l'IA, on va dire, se trompe, et si derrière il y a un problème de comportement, de problème algorithmique, etc., finalement, c'est une façon aussi de se défausser de sa propre responsabilité. De mettre ça sous la forme, finalement, c'est à cause de l'opacité de l'algorithme. Je vais citer un bref exemple. Aujourd'hui, mon livre est classé sur Amazon. Bon, il est référencé sur Amazon. Pour autant, les acteurs, ce que j'ai découvert très récemment, hein, je ne vais pas citer de nom, hein, les acteurs du livre, donc de la chaîne du livre, ne savent pas comment fonctionne l'algorithme d'Amazon. Pour autant, il y a des documentations sur cet algorithme-là. Donc, il y a moyen quand même. Mais ça demande effectivement une mise à niveau, ça demande de comprendre, d'avoir des compétences quelque part sur ce champ-là. Et il y a cette faute de responsabilité, ce défaussement de responsabilité en disant finalement, s'il y a une erreur, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'algorithme et moi je fais ce que je peux avec. Bien non. Un algorithme, malheureusement, c'est pas un truc aléatoire comme ça. C'est un truc qui est pensé, c'est un truc qui est choisi avec des choix, des paramètres, des hyperparamètres. Et ce que je raconte beaucoup ce que je dis beaucoup dans ce livre, finalement, c'est que on assiste à une forme de délégation de pouvoir normative, finalement, où c'est big tech qui dicte la norme dans une société. Elle dicte la norme et derrière, ça a bien sûr des conséquences juridiques. Qui, par exemple, définit ce que doit faire un véhicule autonome. Je prends l'exemple du, du trolley problème, en fait, dans mon livre. Qui doit dicter ce que doit faire un véhicule autonome entre le fait d'écraser une personne ou le fait de tuer son conducteur? Eh bien ça, aujourd'hui, finalement, ce cadre éthique où on devrait poser des lignes rouges à ne pas franchir, finalement, les réponses qui sont apportées, elles sont apportées par Big Tech. Et il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucun cadre, on va dire, législatif, que ce soit au niveau européen ou international, qui adresse finalement les bonnes réponses aux bonnes questions. Voilà. Ce qui fait aussi que peut-être les grandes entreprises, en tout cas les multinationales, se cachent aussi derrière cette IA pour ne pas subir les répercussions à la fois juridiques et autres. Vous parliez d'Amazon. Là, Amazon a enclenché un grand plan de restructuration en supprimant en première partie 14 000 emplois pour arriver à 30 000, c'est énorme. Mais quelque part, c'est peut-être nous, en tant qu'utilisateurs et consommateurs d'IA, on cautionne peut-être tout ça. Ben, tout à fait, on cautionne, mais on cautionne sous couvert en fait d'un problème de compétences. On cautionne sous couvert aussi par un manque d'information, par un manque d'éducation au numérique. Moi, je crois beaucoup qu'il faut éduquer la jeunesse justement à ces questions-là. Ces questions, elles sont profondément essentielles. Quand vous avez par exemple des professeurs excédés de recevoir des copies par exemple en français ou en philosophie, écrites par ChatGPT, etc., on assiste à un désapprentissage et finalement, la pensée, la véritable pensée se heurte finalement à une forme d'algorithmisation du monde, en fait. On ne sait plus si ce qu'on touche est réel ou si au contraire, on est dans un monde purement simulé. Et je pense qu'il est là aussi le danger. Et je pense que c'est aussi de ça que découlent certaines situations particulièrement complexes et dramatiques. Cet étudiant, ce jeune par exemple, qui s'est suicidé à l'aide de ChatGPT, ChatGPT lui avait dit comment faire le nœud, etc. Ça, tout simplement, il y a un manque de cadre dans ces algorithmes, mais il y a aussi un manque de cadre d'éducation parentale. Et à force de déléguer finalement tous les pouvoirs, soit à des algorithmes, soit à autre chose, eh bien en fait, on se dessaisit des questions qui sont essentielles. Voilà.
Xavier, je sais que vous en parlez beaucoup dans votre postface justement de ces valeurs de l'humain, du sens de l'humain. Et d'ailleurs, je vous ai découvert quelque part parce que c'est la première fois que vous vous confiez autant et j'ai beaucoup aimé hein, votre postface. Et est-ce que c'est vraiment c'est réellement vers là où on va, où on tend ce manque d'humanisme, ce manque d'humanité avec la propagation de l'IA? Je pense que oui. Je pense que le véritable sujet, c'est que on essaie de rendre les humains homogènes, le plus identiques les uns aux autres. Mais c'est aussi nos processus éducatifs de très longue date. En France, si on regarde la manière dont on nous a été éduqués, il fallait être bon en mathématiques, bon en français, bon en philosophie. Donc les bons élèves, on les notait sur des valeurs intellectuelles, ce qu'on pourrait appeler le quotient intellectuel. Et on ne regardait pas leur quotient d'utilité dans la société. Alors, il suffisait de regarder ce qui s'est passé avec les boulangers, les plombiers, et aujourd'hui, c'est la revanche, on va dire, des plombiers et des boulangers, puisque les plombiers, eh bien, c'est difficile d'en avoir. Les électriciens, c'est pareil. Parce qu'ils ont une utilité qui est largement supérieure, parce que ce métier du plombier, on ne peut pas encore le remplacer par celui de l'IA. Tandis que cette profession intellectuelle qui travaillait dans un bureau et qui répondait, et qui, il y a quelques années, avait une énorme valeur de marché, eh bien, aujourd'hui, tout d'un coup, il se trouve remplaçable. Donc, c'est très, on va dire, stressant pour ces individus. Ça va entraîner beaucoup de burn-out, ça va entraîner beaucoup de questionnements sur la manière dont nos sociétés fonctionnent. C'est pour ça que j'ai écrit cette postface de cette manière, parce que je pense qu'il faut se poser ces questions. Mais si jamais je peux me permettre, j'aimerais revenir à ce qui s'est passé, je crois que c'est le 29 octobre aux États-Unis, sur une audition qui s'est passée au Sénat américain entre le directeur des affaires légales de Google et le directeur des affaires, je crois, légales de Facebook. C'était un des comités qui les a auditionnés justement au sujet des règlements et de la manière dont leur système authentifiait des vidéos, par exemple, de censure sur des messages liés à Donald Trump. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment ces deux entreprises se sont excusées. Facebook, Mark Zuckerberg, a fait des excuses publiques. Alors, on sait que les Américains, ils adorent l'autoflagellation, etc., et que nous, on est un peu plus circonspect, on n'a pas tellement l'habitude de s'excuser. En tout cas, ils se sont excusés. Ils ont dit oui, on est allé trop loin, oui, on a trop succombé aux demandes du gouvernement de censurer. Et cette censure, elle a été évidemment effectuée au travers du chat control, au travers de tous ces outils d'intelligence artificielle. Il suffit de programmer le curseur un petit peu plus ou un petit peu moins. Pourquoi je voulais mentionner ça, c'est que Emmanuel a parlé de règles de la communauté, elle a parlé de régulation. Google avait, si vous vous souvenez, des règles de communauté. Ils censuraient les chaînes YouTube parce que vous ne respectez pas les règles de la communauté. Mais ces règles de communauté, elles étaient à géométrie variable. Et donc aujourd'hui, ils viennent devant ce comité en disant oui, vous comprenez, maintenant 5 ans plus tard, on peut descendre d'un niveau. Donc c'est un peu comme si on était au niveau de défense le plus élevé, DEFCON 5, et là on descend à DEFCON 3 dans le niveau de permissivité d'information. Donc, mais ça ne fait pas de vos informations des fausses informations. Et je rappelle que leur réglementation, elles étaient censées être là pour protéger du terrorisme, pour protéger de vrais problèmes. Elle n'était pas là pour empêcher la voix d'Emmanuel Dahl, par exemple, ou de Ron Johnson, ou de Robert Kennedy. Pourtant, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et tout ça, ça a été fait par des IA. Ça a été contrôlé par des IA. Mais derrière, il y a bien des humains qui fixent ces règles. Et donc, vous voyez bien que les deux personnes qui se présentent devant le Sénat, ils se défaussent. Ils se défaussent de leur propre responsabilité parce qu'ils disent ne pas savoir. Donc, dans un cas, le gars de Facebook dit « je m'excuse ». Et bien sûr, et le gars de Google, il dit « non, mais vous comprenez, nous sommes en contrôle et on fait toujours attention à ce qu'on dit et on contrôle toujours ». Ce qui veut dire qu'on a affaire à des gens qui sont capables de s'auto-réguler. Mais moi, j'aimerais bien rappeler qu'en 2008, on avait la crise de subprime. Il n'y a jamais eu de réglementation au niveau des subprimes. Il y avait l'ancien patron de Goldman et de la Fed qui a dit non, on veut surtout pas de réglementation, on va s'autoréguler. Et ça a quand même donné lieu à des énormes crises financières. Donc, à un moment ou à un autre, moi, je suis pas spécialement pour la régulation, je suis pas, mais à un moment ou à un autre,
quand ça va trop loin, on est obligé d'avoir des règles et de les respecter. Et je pense que l'IA va devoir avoir des règles telles que ChatGPT est en train d'essayer de dire suite à suicide peut-être de cet enfant ou pour d'autres raisons, d'empêcher les IA de donner des conseils sur certains sujets. Alors j'aime bien l'exemple d'Emmanuel avec la voiture autogénérée. Est-ce qu'elle tue le conducteur? Ça, c'est des vrais sujets de société. Et quand on pose ces sujets à une IA, ben, amusez-vous à poser la question à n'importe quelle IA. Vous posez et vous verrez les réponses. En fait, ils sont perturbés. En fait, on perturbe le déterminisme parce que il n'y a pas de déterminisme dans ces systèmes. C'est comme je crois que je l'ai dit, ou c'était en introduction, où ce sont des optimums locaux. Donc, par définition, on peut avoir un jour une réponse et un jour une autre réponse. Et en fonction de qui vous êtes, peut-être que et de la manière dont vous avez posé les questions, ben, vous aurez une réponse en disant ah oui, bah peut-être que c'est mieux d'éviter le passager, de tuer le conducteur et dans d'autres cas d'éviter le piéton. Mais la règle, c'est que je suis désolé, si jamais il y a un passage piéton, vous devez vous arrêter. C'est ça la règle. Tout à fait. Je Je vais vais, Le aussi. responsable, c'est celui qui est au volant. je vais juste rebondir sur les propos de Xavier par rapport à la censure. On a analysé avec Vincent Pavant hein, les données les demandes de censure, enfin les demandes de suppression de contenu formulées à YouTube par les gouvernements. Donc c'est pas du tout par des cours de justice ou c'est directement par les gouvernements en outrepassant hein, clairement les procédures juridiques ou quoi que ce soit. Et on s'est aperçu notamment que durant l'année 2021 et 2022, donc les années vraiment Covid, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni étaient, on va dire, les pays qui ont le plus censuré au regard du nombre par rapport à la population. Pas en termes absolus, puisqu'on est moins nombreux qu'aux États-Unis, hein, clairement, mais pour le rapporter à la population, ben, en fait, vous êtes largement au-dessus des États-Unis ou du Canada. On a également ce phénomène en Australie, également. Donc finalement, c'est un peu tous les pays avec, alors je vais pas dire une forte vaccination, mais parce que je pense qu'aux États-Unis, on a aussi beaucoup vacciné, mais en tout cas, avec des voies que certains gouvernements n'ont pas visiblement autorisées, une atteinte à la liberté d'expression. En France, on le voit, ben, en fait, elle arrive à passer, hein. Aux États-Unis, à cause du 4e amendement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, à partir de là, en fait, on nage en fait sur ce sont en fait ces plateformes, ce sont ces sociétés, c'est les sociétés de la Silicon Valley, etc., qui prennent finalement, qui dictent les règles du jeu au monde entier. Et ce que je relate justement dans ce livre, c'est que sans cadre éthique, à un moment donné, on n'a pas de possibilité de contrainte. On peut pas appliquer des contraintes fortes. Même l'AI Act n'a pas rempli son rôle. L'AI Act qui devait justement permettre d'imposer un cadre pour le développement et de l'intelligence artificielle au niveau européen, finalement a failli à son devoir dans le sens où au lieu d'exiger finalement des audits transparents par des cabinets de conseil, etc., en dehors de tout conflit d'intérêts, ce qui est pourtant prévu, ce qui se passe dans la pratique, c'est que ce sont les sociétés elles-mêmes qui définissent le niveau de dangerosité des technologies qu'elles développent. Donc en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est l'équivalent de demander à une société pharmaceutique est-ce que finalement votre produit est sûr et efficace et finalement, on en est là. Et on n'a pas cette volonté politique, au contraire, d'imposer finalement des contraintes fortes à ces sociétés. Je crois que peut-être on n'en a pas les moyens économiques, on n'en a pas non plus, voilà. Ou alors, en tout cas, il n'y a pas cette volonté. Alors, je ne sais pas si... Oui. Oui, je rajouterais juste que, Emmanuel, je pense qu'aussi, on a un niveau de connaissance au niveau des décideurs qui est très mauvais. En fait, il est très bas. Tout à fait. Je pense qu'il y a une carence de formation et les décisions qui sont prises, elles-mêmes sont prises en optimum, en fait, en information incomplète. Donc, par exemple, la décision qui est prise le 5 août 2021 sur la vaccination obligatoire des soignants, si on la faisait analyser par une IA aujourd'hui, je pense que l'IA pourrait
vous donnez tous les biais des décisions qui ont été prises, tout le pourcentage d'informations qui a été pris en considération par ces individus, ou même Emmanuel Macron qui le 12 juillet 2021 va à la télévision pour prononcer l'obligation vaccinale. Le lendemain, moi j'avais interviewé Peter McCullough pour lui demander, donc c'était un humain, mais une IA aurait pu faire la même chose en fait en disant toutes les assertions scientifiques étaient fausses. Mais c'est le président, personne ne le contredit, les journalistes ne le contredisent. Donc on pourrait très bien se dire que l'IA pourrait aider à débiaiser. Mais oui, il se trouve que si l'IA a un biais politique, un angle politique, et c'est tout l'objet de cette audition au Sénat dont je parlais, de 28, c'était justement de dire, mais si vous avez un biais politique anti-Trump, eh bien, il est évident que ce que vos IA vont faire, ce que votre système de décision, votre chat control, eh bien, vont empêcher de voir quelqu'un qui est aujourd'hui devenu président. Donc, on voit bien que l'enjeu éthique de ces IA, qui vont, que ce soit en économie, que ce soit en juridique, que ce soit dans tous les sujets, ça va devenir un enjeu d'influence, d'ingérence. Et si on ne fait rien, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir comme prochain président des États-Unis quelqu'un qui aura été normativement défini par une IA, parce qu'il correspondra aux valeurs prédéfinies dans des bases de données, qui n'aura plus rien à voir avec ce que veulent les peuples. Et donc, ça va enfreindre nos principes constitutionnels de gouvernement pour le peuple, par le peuple, et ça va même biaiser les votes. Hein, parce qu'on a bien vu avec l'utilisation de l'IA que quand on comparait sur certains réseaux sociaux et qu'on demandait sur Trump ou sur Kamala Harris, on avait des réponses complètement différentes. Et donc, on voit bien que ces IA peuvent être biaisées, elles peuvent être idéologisées parce que les créateurs ont eux-mêmes leur propre idéologie. Donc, l'IA n'est qu'une réflexion des biais et on n'a pas de mécanisme aujourd'hui qui permettent à ces IA ou qui poussent ces IA à se débiaiser. C'est-à-dire, par exemple, si on disait à une IA, tu donnes ta réponse et juste en dessous, tu me mets tous les biais auxquels tu peux être assujetti, tous les biais cognitifs. On en a longtemps parlé avec Emmanuel de ça. On prend la liste des 190 biais cognitifs et on lui dit, fais-moi une analyse de tes propres réponses sur les biais cognitifs. Et je donne cette réponse. Donc, je donne une réponse à quelqu'un et je lui donne l'analyse de ses biais. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a la critique. Donc, l'IA est capable de se faire sa propre critique sur une série de critères. Et c'est de la même manière de demander à un politique à la télévision qui prône une certaine idéologie de se faire sa propre autocritique. Donc, l'IA aujourd'hui, on ne leur fait pas faire la propre autocritique. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait, sans être une réglementation soft, c'est-à-dire sans affecter la base de connaissances, sans rien faire, c'est juste lui demander avec sa capacité analytique d'analyser ses propres réponses. Et ça va permettre à n'importe quel utilisateur de devenir plus conversant, plus éduqué. Donc, par exemple, quand on fait une consultation juridique ou un papier juridique, si on lui dit à la fin, il est obligé de mettre, comme un fonds d'investissement est obligé de mettre tous les risques, hein, comment s'est passé la finance? Ça s'est passé à la fin, eh bien, vous étiez obligé de mettre tous les risques auxquels vous pouvez être assujetti, de manière à ce que la personne qui va prendre la décision, il soit conversant. Votre décision d'investissement, c'est oui, mais voilà tous les risques que vous prenez. Eh bien, votre décision avec l'IA, oui, mais voilà tous les risques. Et je pense qu'il y a des méthodes qui sont non invasives au sens et non restrictives, mais qui vont justement capitaliser sur la capacité de calcul de l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres, celle-là est un exemple. Seulement, voilà, il y a le biais politique qui existe et il ne faut pas oublier que l'IA constitue une véritable arme pour les pays en tout cas. Il y a un vrai objectif, il y a un vrai but géopolitique quand même, et c'est pour ça que la Chine et les États-Unis mettent le paquet. Alors Emmanuel, vous avez rappelé dans votre livre Emmanuel Macron cette fois qui a annoncé en février dernier cette enveloppe de 109 milliards d'euros pour développer l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport l'AI 2027. Est-ce que vous en avez pris connaissance de ce rapport-là? Il a été fait par un ex-chercheur d'OpenAI, Daniel Kokotajlo. Et lui, il alerte sur les
véritable danger en fait d'ici 2027 de la puissance que l'IA va prendre. Elle va dépasser finalement l'être humain. On va assister à une domination. Alors c'est vraiment, on est dans un film de science-fiction. Hein. L'IA va prendre le pouvoir sur l'humain et on ne pourra plus rien faire en réalité. Voilà, Alors moi, voici ce qu'il annonce dans les grandes lignes. Hein. Mais il est moi, consultable sur Internet. alors moi, je me méfie beaucoup de ce genre de communication parce que derrière, on peut aussi voir un espèce d'aspect marketing, voilà, pour dire que Alors lui, il est contre. Hein, il a l'air plutôt contre. Hein. oui, mais je n'en doute pas. Mais dans l'inconscient collectif, ça peut aussi vouloir dire que voilà, certaines IA seraient supérieures à d'autres, etc., et servir aussi des intérêts commerciaux. Donc moi, ce que je tiens quand même à souligner, c'est que dans ce livre, justement, je parle énormément des biais de données. C'est aussi l'objet finalement de mon alerte. Comme je l'ai dit dans beaucoup d'interviews, l'IA est un amplificateur, un catalyseur des discriminations de notre société. Si on a une société complètement inégale, avec une multitude d'inégalités, on aura forcément des modèles encore plus inégaux. Et ça, c'est très, très bien référencé dans la littérature, que ce soit dans la littérature scientifique ou même dans l'excellent ouvrage de Cathy O'Neil, que je cite notamment dans mon livre, qui a été préfacé donc par Cédric Villani, qui parle justement de ce problème-là de discrimination et de biais de données, notamment dans le secteur bancaire et assurantiel. À partir de là, il est clair que on ne pourra pas s'en sortir si on délègue tout à des IA. Et la vraie question, c'est pas tellement de savoir qu'est-ce que l'IA pourra faire demain, qu'est-ce que l'IA pourra faire dans 5 ans. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on accepte ou pas, ou non, de lui déléguer. Est-ce qu'on accepte de lui déléguer un pouvoir régalien? Est-ce qu'on accepte de lui déléguer un rôle éducatif et pédagogique par rapport à nos enfants, par rapport à notre jeunesse, etc. Est-ce qu'on accepte finalement que des sociétés emploient des systèmes basés IA pour faire pour structurer leurs ressources humaines, etc., pour faire du tri de CV et j'en passe. Est-ce qu'on accepte tout ça? Et derrière, c'est pas à des sociétés privées d'y répondre. C'est à la société entière, en fait. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je finis cet ouvrage par un manifeste pour tenter de remettre l'humain, en fait, au centre du débat public. Parce qu'il s'agit, non, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Alors certains ont des rêves de transhumanisme, voilà, pour aller dans des versants idéologiques. Je crois qu'il faut, au contraire, se recentrer. D'abord, réapprendre la lenteur. On est dans un monde de plus en plus rapide où on essaye de tout faire toujours plus rapidement, avec voilà, de façon optimale, etc., pour aller toujours vers plus d'efficacité. Ben, je pense qu'au contraire, il faut réapprendre la lenteur. Il faut réapprendre aussi à avoir un regard plus perfectionniste, peut-être aussi sur les choses. L'approximatif ne pourrait pas se suffire, voilà. Donc, il faut réapprendre tout ça et remettre inéluctablement l'être humain au centre du débat. Voilà. Et en tant que journaliste, Xavier, nous avons aussi un rôle à jouer aussi dans ce monde. Malheureusement, l'IA est utilisée parmi les rédactions. Moi, je pose la question dans mon livre justement, l'IA est-elle un danger pour l'information? J'essaye d'y répondre et je cite l'exemple par exemple du Washington Post qui en 2017 développe une IA pour écrire des articles et en 2024 le nouveau président, le nouveau PDG du Washington Post inclut cette IA en fait au sein des rédactions parce qu'il fait un plan de restructuration. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ça, de cette utilisation au sein des rédactions, notamment écrites, de l'intelligence artificielle? Je pense que tous les outils qui vont aider à améliorer l'information, c'est louable.
Donc, quand je parle d'information, je parle bien de la source, c'est-à-dire pour être complet. Parce que le travail du journaliste, c'est d'être complet. C'est-à-dire que si jamais on donne juste un point de vue, en prenant 5% de l'information qui est disponible, que ce soit sur la guerre en Ukraine ou le conflit de Gaza ou n'importe quoi, si on utilise une partie infinitésimale de l'information, on a un risque très important d'être biaisé. Et donc, le travail de l'IA pourrait nous dire, bon, bah, écoutez, voilà la liste de toutes les informations. Dans les études scientifiques, il y a une méthode Cochrane qui dit, quand vous faites une recherche, vous devez dire, voilà, il y a toutes les études avec des mots-clés. Donc là, l'IA pourrait nous aider à être complet. Et la deuxième chose que l'IA pourrait nous aider, c'est essayer de catégoriser si ce qu'on est en train de faire, c'est écrire un article de presse ou donner son opinion. Et je pense que c'est là la réelle barrière entre l'information et l'opinion. Et aujourd'hui, on a presque dans les médias, la plupart des articles qui sont devenus des articles d'opinion, en tout cas à la télévision ou là, que ce soit sur CNews, sur BFM, sur tous les médias en continu, ce sont devenus des chaînes d'opinion, ce sont plus des chaînes d'information. Et ce qu'on a fait, c'est on a oublié la définition de l'information, on a oublié la définition de l'opinion. Et du coup, le travail du journaliste aujourd'hui a forcément évolué. Donc, moi, j'estime que mon travail, c'est de donner de l'information. Et quand je donne mon opinion, ce que je fais de temps en temps, j'essaye de donner le pour et le contre, c'est-à-dire de faire la thèse et l'antithèse, et de faire ma propre critique. Je ne dis pas que je le fais. Par contre, l'IA pourrait nous aider à revoir un texte en disant, tiens, ben, ce texte, il est trop biaisé, ou il est trop partisan, ou peut-être qu'on pourrait l'enrichir. Donc, je pense que ça peut être un sparring partner, exactement comme une machine pour lancer des balles au tennis. Quand on n'a pas un partenaire en face humain, eh bien, on a eu mais ça ne va jamais remplacer l'humain. Ça ne va jamais remplacer la connexion qu'on peut avoir et l'échange qu'on peut avoir sur des échanges que j'ai pu avoir avec Emmanuel sur son livre ou sur les travaux qu'elle a fait avec Vincent Pavant sur la recherche, parce que une conversation, et il faut réapprendre aussi la conversation, parce que réapprendre à converser les uns avec les autres, aujourd'hui, c'est difficile. Quand on utilise WhatsApp toute la journée, quand on utilise Signal, quand on envoie des messages, c'est très facile. Mais on a oublié le bien-être d'une conversation où les tours peuvent monter, où justement on peut laisser passer nos imperfections. Et toutes ces machines sont là pour lisser nos imperfections. Donc, à titre personnel, je pense que le journalisme peut bénéficier énormément de l'utilisation de l'IA, mais il ne faut pas faire courir à un âne l'arc de triomphe, parce que le problème que l'on a, c'est que si quelqu'un va signer un article sans dire qu'il a utilisé l'IA et tout d'un coup il se présente comme étant un expert, eh bien ça s'appelle une usurpation d'identité. Tout à fait. Et donc on transmet ici des mauvaises choses. Et je pense qu'il faut réapprendre aux journalistes. Et c'est peut-être ça les limites, c'est là où je voulais vous amener justement. Voilà. Elles sont là les limites. Je ne sais pas. Voilà. Moi il se trouve que étant matheux à la base, je me suis énormément intéressé à tous ces systèmes il y a très longtemps d'aide à la décision. Et j'ai vu l'évolution avec les outils mathématiques, mais c'est les mêmes outils qu'on utilise il y a 30 ans, 40 ans en arrière. En fait, il y a pas eu de révolution, on va dire. C'est la même chose. Ça n'a pas changé. Ce qui va juste plus vite, c'est tout le calcul. Donc, ce que j'aimais bien dans le livre de Emmanuel, c'est réapprendre la lenteur, réapprendre à dire non, réapprendre à converser, réapprendre tous ces éléments-là et se dire, en fait, l'IA, ce n'est rien d'autre qu'un smartphone, c'est rien d'autre que tous ces outils qui ont amélioré notre vie, c'est rien d'autre qu'un TGV mais si on en devient hyper dépendant, eh bien, on va avoir des problèmes. Voilà. Donc, je pense que dans le monde du journalisme, ça peut aider énormément, mais il faut savoir l'utiliser. Donc, si les rédactions systématisaient la revue d'un article en disant, analyse-moi, est-ce que cet article a pu être écrit par une IA, en disant quelle est la probabilité que des contenus étaient, comme on peut faire avec un logiciel de plagiat, on peut faire un reverse engineering d'un article. Est-ce que tu peux me faire une analyse critique? Donc, un rédacteur en chef qui doit revoir, je sais pas, 20, 30, 40, 50 articles par jour, il pourrait très bien avoir un résumé
donc ça peut remplacer le secrétaire de rédaction. Il y a aussi un élément qu'on utilise tous, c'est un correcteur orthographique. On n'est pas parfait. Des coquilles, on en laisse. Des Bien fautes de sûr. syntaxe, on peut en faire. Des fautes grammaticales, on peut en faire. Ne pas être parfait, c'est avant tout, je pense, être humain. Et moi, c'est comme ça que j'ai essayé de transmettre au travers de ma postface et de la préface, c'est que on n'est pas parfait. Et je pense que c'est notre plus grande force. Je ne veux pas être une IA, je ne veux pas être parfait. Surtout pas. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose et vous réagirez ensuite. C'est un collègue à moi qui m'a fait ça. Et je voulais le partager avec vous. C'est Jake. Alors, je vous le fais écouter et puis après, vous réagissez. Rudy, j'ai une vidéo à faire, mais je crois que ça va être un peu difficile pour moi. Est-ce que tu peux me faire le montage? Il dure 5h38. C'est une conférence sur la fusion nucléaire. Tu peux m'aider ou pas? Ah, vraiment, merci. Alors, c'est moi qui parle ou c'est une IA? Bonne question. Moi, je dirais que c'est plutôt une IA. Xavier? Je pense aussi que c'est une IA. C'est une digitalisation d'une voix. C'est fou, hein? C'est avec Moi, quand il m'a envoyé ça, j'étais j'étais hors de moi, je crois. Je vous le dis sincèrement. Je sais pas si c'est une marque, hein, mais ils sont extrêmement en avance pour cloner justement les voix. Moi, je connais des personnes qui s'en servent dans le milieu de l'éducation, en fait, pour faire des vidéos justement à des étudiants et ça leur évite en fait de parler, voilà et ils collent avec, une voix, automatique. C'est très bien fait. Très sincèrement, voilà, c'est bluffant. Mais en même temps, ça fait peur. Parce que, demain, n'importe qui pourra poster, voilà, un message de Kate ou de Xavier et puis, Les, voilà. les deepfakes, on en est là. Hein. Et qu'est-ce Alors moi, qu'on peut faire face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça alors? J'ai testé chez François, par exemple, quand je faisais mes éditos, je les avais fait lire par des IA. Et donc, j'ai testé parce que j'ai voulu voir donc IA féminine, donc pas ma voix, bien sûr. Enfin, je suis pas encore transgenre ou aucun. Mais donc, on a testé les divers pour voir la réaction, on va dire, des lecteurs, même quand c'est moi qui lis, par exemple, un texte, ou quand je parle, je vais forcément avoir des imperfections dans ma manière de m'exprimer. Tandis que l'IA ne va plus avoir ces imperfections. Donc, ça va vous rendre presque machinal, automatique. Alors, ça peut être, si on est pour le transgenrisme, pour le transhumanisme, et on recherche la perfection humaine, ça peut être très bien. Mais la réalité du monde dans lequel on vit, c'est justement qu'on fait des erreurs tous les jours et qu'on apprend quand on se casse la figure en marchant. C'est comme ça qu'on apprend quand on est enfant. Et je pense que ce que ces systèmes vont pouvoir être utiles dans certains modes, mais que justement il faut le marquer en dessous, généré par IA. La deuxième chose qu'il y a, c'est la mauvaise utilisation de ma voix, par exemple. C'est proscrit par la loi. C'est plus que du plagiat. Hein. Donc me faire tenir des propos que je n'ai pas dit, ça c'est hyper dangereux. Donc imaginons qu'on clone la voix d'Emmanuel Macron qui déclare la guerre à Poutine, ça passerait très mal. Pourtant, il est capable de le faire lui-même dans des conférences en ciblant que son ennemi. Ça pourrait être très réaliste. Hein. Donc, il va falloir à un moment ou à un autre réglementer ces éléments-là, ou dans la finance prendre des bonnes décisions ou des mauvaises décisions. Moi, personnellement, je pense que on n'empêchera pas le développement des mèmes, le développement. J'ai écrit un édito il n'y a pas longtemps sur le sarcasme parce qu'il y a eu le procès la semaine dernière de Brigitte Macron avec le cyberharcèlement. On a bien vu, si jamais tout le monde avait dit que tout avait été fait par IA, donc on voit bien qu'il y a un véritable problème sur la manière dont on utilise l'humour, la manière dont on va s'exprimer, la manière dont on va utiliser tout ça et contre qui on va l'utiliser. C'est si on ne respecte plus nos modes de vie, on ne respecte plus nos lois, on ne respecte plus nos valeurs civiques, eh bien, que ce soit par IA ou naturellement, eh bien, on ne fait plus société. Donc, je pense que le vrai sujet, c'est si ces IA nous aident encore à faire société, si le fait que une voix, ça améliore le processus éducatif parce que la personne va corriger certains de ses propos, ça peut aller.
Mais à partir du moment où ça va nous faire passer pour un cheval de course, alors qu'on est un âne, je suis désolé, là, c'est Tout à une fait. limite qu'on ne peut pas franchir. Je voudrais, compléter en fait, merci beaucoup Xavier, il y a comme je l'adresse en fait dans mon livre, il y a un problème de la charge de preuve en fait. Avec ces deepfakes, on ne sait plus finalement distinguer le vrai du faux et il y a eu déjà des procès, hein, qui ont été menés, hem, avec des fausses preuves finalement et puis les cours de justice ont dû engager des experts pour savoir finalement si cette preuve était une vraie preuve ou est-ce que cette preuve avait été fabriquée. Alors avant la fabrication de preuves, on pouvait même en utilisant, on va dire, des procédés, très rigoureux, ça restait quand même détectable. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est quasiment indétectable. Et moi, j'aimerais, rebondir sur ce que tu as mentionné, très justement, Xavier, par rapport justement aux défauts, à ce lissage finalement, ce conformisme finalement sans aucun défaut dans le processus de création. Il y a, notamment Hollywood, hein, qui a engagé une actrice virtuelle, enfin engagé reste un gros mot puisqu'elle est pas payée, hein, en réalité. Donc Hollywood ne paye, enfin les studios ne payent pas de charges, hein. Donc et j'avais été interviewée notamment par le Journal du Dimanche à ce sujet-là. Et moi j'avais souligné que dans le processus justement créatif, il y a toujours en fait une part de défaut. Quand on chante par exemple, vous avez des IA qui chantent, elles chantent très bien, elles chantent très juste. C'est tellement juste finalement qu'on voit tout de suite que c'est pas vrai. Parce que quand on chante vraiment, il y a toujours des petites intonations, des moments, etc., qui sont dus aussi parce qu'on est à un moment donné habité par ce qu'on fait, par ce qu'on chante, par ce qu'on veut représenter ou par ce qu'on représente, parce qu'on vit en fait. Et simuler un processus créatif, c'est tout sauf le rendre vivant. Et là, en fait, où Laurent Alexandre arguait que finalement il faudra s'y faire, qu'on n'avait pas d'autre choix, je crois que si, bien sûr qu'on a le choix. Bien sûr qu'on ne pourra pas empêcher ces sociétés, ces grandes sociétés, ces grands laboratoires de toujours développer des systèmes de plus en plus performants. Par contre, on peut très bien encadrer à un moment donné leur utilisation. Comme, on a encadré certaines utilisations de certains médicaments et cetera. Ben, en fait, je pense que c'est la même chose. Donc, moi, je suis pas pour tout supprimer, pour tout contraindre, et cetera. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, il faut un cadre et dans ce cadre, il faut un débat public. Ce qu'aujourd'hui, on n'a plus au sein de notre société, qu'on prenne la question de l'IA comme on prendrait d'autres questions. Donc il faut se réemparer du débat public sur l'ensemble des questions qui ont un impact direct sur l'avenir de notre société, sur l'avenir de nos enfants et je crois que sans ça, sans ce pas-là, sans des pouvoirs politiques qui nous permettraient justement de l'avoir, sans tomber dans aucune politique, c'est tout mon combat en fait. Mon combat, il est de remettre en fait du débat public sur cette question-là. Euh, et donc voilà, et ça me semble vraiment nécessaire. Mais comment alors? Comment retrouver ce pouvoir politique alors? D'abord, Puisque là, on n'est pas aidé de tous côtés. la première question, d'abord, c'est évidemment, comme tu l'as souligné, Xavier, c'est de former. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas formés. Les politiciens qui parlent de l'IA ne savent absolument pas de quoi ils parlent, en fait, finalement. Donc, je pense que d'abord, il faut reformer les citoyens à une culture du numérique. Et puis, enfin, former les citoyens tout court. Pas simplement reformer, étant donné qu'ils ne sont pas formés tout court. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience pour que le citoyen comprenne que à chaque fois qu'il utilise une IA, il se désapprend en fait. Il se supprime quelque part, il supprime sa pensée critique, il supprime aussi en lui-même des compétences, le raisonnement, la capacité d'écrire, de rédiger, de poser finalement une réflexion sur des problèmes, sur un problème, etc. Ben, tout ça finalement, euh, il ne l'a plus. Donc, ce qu'il faut, c'est une prise de conscience que les décisions
qui sont prises par des intelligences artificielles ne sont pas neutres, ne sont pas impartiales. Il n'y a aucune neutralité, il n'y a aucune impartialité dans ces IA, puisque, comme on l'a souligné, il y a des biais de données qui sont inéluctables d'ailleurs. Donc, il faut prendre conscience de tous ces dangers, de tous ces défauts, pour que, en fait, demain, la société soit consciente finalement qu'il faut imposer aussi un cadre. C'est à travers cette prise de conscience qu'on ira vers un débat public. Et pour le moment, les personnes qui utilisent ChatGPT, Grok, etc., pour ne pas en citer qu'un, sont un peu dans cette espèce de fascination, de dire: «Ah, c'est bravo». Moi, quand je vois sur Twitter des gens qui me disent: «Regardez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Grok, donc il a raison». Bien non, en fait. C'est tout le contraire. C'est justement parce que c'est Grok qui l'a dit que vous devez vérifier, revérifier à 10 fois ce qu'il a dit et que justement, il ne détient pas la vérité absolue, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Donc, si déjà on est capable de poser ces mots-là sur ces technologies, ce regard-là, ce regard critique, alors déjà on aura fait, je pense, une bonne partie du travail et une bonne partie du chemin. Alors, vous avez évoqué la formation, la potentielle formation, des citoyens, en tout cas, aux outils, à cet outil de l'IA. Dans votre livre, il y a une partie de roman fiction et dans ce roman fiction, on est dans un monde un peu insipide, hein, où l'IA, est là, présente, partout, dans le volet santé, dans le volet éducation. Mais pour rester sur le volet éducation, vous décrivez donc que désormais l'éducation se fait à la maison. Alors c'est pas plus mal, hein, bien sûr, mais sur une tablette et que la tablette, eh ben, l'IA finalement comptabilise. Même si on décroche, si on tourne la tête, voilà, tout de suite l'IA détecte qu'il y a un manque de concentration, qu'il y a. Est-ce qu'on n'arrivera pas finalement à ce genre d'éducation, donc sans professeur, parce que là il y a l'absence de professeur, tout se fait voilà sur tablette. Alors moi, je vais vous répondre par une expérience personnelle. C'est celle en fait que je vis avec ma fille qui est au lycée. Elle a plus aucun manuel, elle a simplement une tablette. Alors on pourrait penser que ça allège le sac, que bah, le fait de plus porter de livres, etc., ça lui permet de pouvoir avoir moins mal au dos, Oui, c'est le etc. souhait de beaucoup de parents, Emmanuel, hein. C'est le Bien souhait sûr, de beaucoup de parents. Je suis aussi parent, je suis aussi maman, donc c'est vrai, bien hein. sûr, Je l'ai entendu plusieurs fois, ça. bien sûr. Mmh. Alors il y a la solution des casiers, hein. En tout cas, à mon époque, déjà, on en avait, je vous parle de ça il y a 25 ans, hein. Donc, ou un peu plus même, hein. Donc, je vais vous raconter une anecdote. Elle a eu un devoir, donc elle est en première générale, hein, elle a eu un devoir de maths, donc elle a spécialité maths, etc. Une élève très douée, hein, et sa tablette est tombée en panne. Donc, elle avait plus de manuel, elle a été incapable de faire des exercices, et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de refaire les exercices qu'elle avait fait en cours, etc. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce que c'est pas avec 3 exercices qu'on s'entraîne à un contrôle de première. Et tout ça pour illustrer que malheureusement, ce monde que je décris de demain, quand vous voyez la situation budgétaire dans les universités, quand vous avez des présidents d'universités qui presque finalement regrettent ce moment de confinement où il y avait plus de chauffage à mettre dans les facs, où il y avait plus besoin de payer tel et tel technicien pour aller pour aller faire de la maintenance, etc. Eh bien, moi, je pense fortement que ce passage, peut-être qui paraît futuriste aujourd'hui en 2025, s'imposera comme une réalité à nous, en fait, en 2030. Si vous reprenez, en fait, les rapports, notamment de l'ONICEP, etc., ils vous disent, l'IA, c'est fantastique, pardon, de l'UNICEF, l'IA, c'est fantastique, demain, on va pouvoir inonder le secteur éducatif avec des IA parce que ça permet finalement de maintenir une certaine égalité. Bien non, c'est pas vrai. Ça enferme les étudiants, les élèves, etc., dans leur apprentissage dans une espèce de filtre à bulles qui va avoir tendance, pour augmenter leur engagement, à leur donner des exercices là, en fait, où ils sont déjà bons, dans les matières qu'ils aiment bien, etc. Et ça, c'est le véritable danger. C'est-à-dire que à un moment donné, justement, on aura une espèce de jeunesse
complètement perdus et enfermés sur des écrans, sans capacité à distinguer le réel du virtuel et au sein même de ces réflexes cognitifs, complètement enfermés dans tel ou tel domaine, pour ainsi dire. Quand je vois Laurent Alexandre qui publie un livre qui est intitulé Ne faites plus d'études, quand je vois le professeur principal de ma fille qui nous dit à une réunion de parents-profs, c'est plus la peine que nos enfants fassent des études puisque demain, 80% des métiers seront remplacés par des IA, malheureusement, on nage en plein délire. L'éducation, c'est pas simplement fait pour avoir un métier. Il y a plein de jeunes, vous savez, qui sont formés à bac+5 et pour autant qui se disent à la fin de leur diplôme, je change complètement de branche parce que finalement, ben, ça me plaît pas, j'ai pas envie de faire ça. Vous avez des ingénieurs qui se reconvertissent en restaurateurs, etc. Ben, la vie est ainsi faite. La vie, elle est pas figée, on n'est pas des arbres, en fait. Donc, moi, j'ai juste envie de dire que l'éducation doit d'abord permettre, justement, à l'ouverture de la pensée, à une certaine culture, à avoir ce regard capable d'analyser justement les process de manipulation. Et moi, je vais vous dire, je préférerais honnêtement qu'on enseigne à mes enfants, c'est ce que j'ai dit il y a pas très longtemps, qu'on enseigne à mes enfants non pas des cours à la sexualité, mais des cours à l'esprit critique. Parce que je pense que dans le monde dans lequel on vit, ça serait peut-être 10 fois plus utile. Voilà. Xavier, est-ce que vous voulez réagir? Oui, en fait, il y a pas longtemps, il y a un prix Nobel qui a dit que il a regardé les politiques français, il a dit que ils étaient nuls en économie. Oui, en fait, il était affligé par le niveau en économie. Donc, euh, pour moi, cette problématique, elle traverse toute la société, elle est multi-sujet. C'est pas un problème que d'IA, en fait. C'est un problème où on a une forme de médiocrité qui s'est en fait, qui est rentrée dans nos vies et qui fait que on a l'impression que apprendre c'est difficile, que et on nous donne des réponses qui sont toutes faites. Eh bien, en fait, on n'a plus le goût de l'effort. On a perdu ce goût de l'effort. On n'apprend plus aux enfants ce goût de l'effort. On apprend le goût de la simplicité, de la rapidité. Donc, écrire, oui, ça prend du temps. Avant, nous donner 4 heures pour faire une composition de mathématiques, 4 heures pour faire une composition de français. On nous donnait le temps. Et, et en plus, j'entends un président qui dit qu'il voudrait régir le nombre d'heures que des enfants vont passer sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, le processus éducatif et ce qui se passe pour moi à l'école, ce n'est pas que lire des tablettes, c'est aussi toucher un livre, c'est discuter avec des gens, c'est les sociétés de débat, c'est faire des erreurs, c'est avoir quelqu'un qui vous dit oui, là il y a une erreur, parce qu'en fin de compte, tout ce processus qui se passe de groupe, en fait, eh bien, quand on le perd avec cette relation avec l'IA. Et le fait que vous ayez un professeur qui vous dise, tiens, tu as fait un bon travail, c'est gratifiant, comme on avait un prix, la remise des prix à l'école, quand on était enfant. Ou quelqu'un qui vous dise, tu sais, je te mets une mauvaise note, tu aurais dû mieux faire. C'est une incitation à travailler. Je m'excuse beaucoup, Kate et Xavier, mais je dois vraiment vous quitter par des obligations personnelles. Je vous remercie vraiment pour cette discussion fort intéressante et je laisse évidemment Xavier poursuivre son propos. Merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Alors Kate, peut-être juste un petit mot de conclusion quand même pour reparler de ce livre de Emmanuel. Quand elle m'a sollicité pour écrire la préface et puis la postface, l'avant-propos, pardon, je l'ai fait de cette manière justement parce que je voulais que les gens lisent le livre et arrivent à la fin et se reposent les questions sur l'avant-propos. C'est un peu la boucle. Parce que l'IA, c'est une boucle. Tout à l'heure, Emmanuel a parlé des bulles. Et ce livre, pour moi, c'était une bulle d'oxygène. Je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire parce que c'est un livre qui est fait par un professeur, un enseignant et dans lequel on apprend énormément de choses. Et justement, ça forme à l'esprit critique de cette IA. J'aimerais bien qu'il y ait des professeurs d'économie qui écrivent des livres comme ça sur tout ce qu'on peut apprendre et tout ce qu'on justement désapprend en écoutant les bulles que sont les réseaux sociaux ou en écoutant les bulles que sont les médias mainstream qui ont des bulles. Donc tout ce qu'elle décrit,
ça aurait pu s'appeler, c'est pas IA, illusion d'avenir, c'est juste notre monde qui est une illusion d'avenir. Et c'est pour ça que je pense que ce livre est important. On pourrait même le généraliser. Voilà ce que j'ai envie de dire sur ce livre, et aussi que je pense qu'il faut pas avoir peur de l'IA. C'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on aura des avancées technologiques. C'est pas la première fois qu'on aura peur. C'est d'ailleurs il y a quelques années au niveau du Covid, on nous a fait peur. On a eu peur de la mort. Et ça nous a fait faire beaucoup de bêtises, mais la peur peut permettre d'éviter certains dangers. Donc je pense qu'aujourd'hui, prendre conscience que on doit réglementer, on doit se poser des questions, on doit avoir un débat public sur l'IA, ça nous rendra de meilleurs citoyens et ça nous rendra meilleurs. Donc j'ai envie de dire, n'ayons pas peur de l'IA. Par contre, restons critiques, restons humains, parce que c'est la meilleure des défenses que l'on a. Et je rappelle une chose, c'est que quand il n'y a plus d'électricité, comme il y a eu une panne d'électricité en Espagne, quand il n'y a plus d'Internet, comme on a parlé, eh bien, il nous reste quand même les livres, il nous reste le contact humain, il nous reste l'échange. Et c'est ce qui fait notre spécificité, c'est ce qui forme notre humanité. Donc, redevenez humain, c'est la meilleure défense contre l'IA. Merci Xavier. Je pense qu'on est suffisamment résilient pour pouvoir dépasser cette peur, en tout cas de l'IA et d'autres peurs d'ailleurs. Merci beaucoup Xavier. Merci aussi à Emmanuel qui a dû partir un peu plus tôt que prévu. Je rappelle le titre du livre d'Emmanuel Darl, IA, illusion d'avenir, les dangers de l'intelligence artificielle, donc aux éditions Marco Pieter, et puis vous avez signé l'avant-propos et la postface. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin, et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt Xavier. À bientôt et merci à tous les auditeurs. Merci, au revoir.